On va commencer la dernière conférence de notre 9e journée qui m'appelle Khitam wa Misk. Professeur Mahdi Dridi, professeur de pharmacologie à la faculté de pharmacie de Monastir, chef du département sciences pharmaceutiques A, directeur de la pharmacie centrale des armées et président de l'amicale des anciens de Monastir. Il va nous parler de bon usage des gonadotrophines dans le milieu officinal. C'est un workshop des laboratoires Merck. Merci Khaïs. Bonsoir, bonjour tout le monde. J'aimerais au début remercier mes amis du CROPA pour cette invitation. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi mes collègues et mes amis. Je remercie aussi le laboratoire Merck pour cette occasion, m'offrir cette occasion de me replonger dans les hormones. Ma connaissance ou mes connaissances par rapport à tout ce qui tourne autour de l'hormono ne dépasse pas les vôtres, mais heureusement que lors des 2 dernières semaines, j'ai repris et là, historiquement, à part LH, FSH, oestradiol et progestérone, je ne connais pas grand-chose, depuis les cours de la faculté de physiologie, mais là, j'ai découvert un monde fascinant. Et heureusement que le professeur Ziwa il est là, hein, donc même si vous essayez de corser un petit peu vos questions, je serai sauvé par sa présence. Donc, aspect pharmaceutique et bon usage des gonadotrophines utilisés dans la prise en charge de l'infertilité. À part ce symposium, je déclare que je n'ai aucun lien d'intérêt avec le laboratoire Merck. Ce cycle menstruel, vous l'avez vu avec Raya et professeur Ziwa, donc avec ces 2 phases classiques, la phase folliculaire et la phase lutéale, avec les niveaux hormonaux qui basculent et vous avez parfaitement vu que ces variations hormonales sont derrière le cycle ovarien. Au début, il va y avoir cette maturation, puis l'ovulation, etc. Et en parallèle, il y a ce cycle utérin qui prépare l'invitation en vue d'une grossesse. Et comme l'ont dit tout à l'heure nos 2 conférenciers, tout tourne autour du contrôle, hein, d'un contrôle sur ce cycle pour intervenir lors des situations difficiles. On a défini l'infertilité, la stérilité. Les causes de l'infertilité peuvent être masculines ou féminines ou mixtes, donc 10 à 15%. Hein, j'ai retenu ma leçon, la première question. Et selon la nature du problème, différentes techniques médicales peuvent être utilisées pour aider à la procréation. La PMA, on l'a défini, ou AMP, assistance médicale à procréation, c'est l'ensemble des pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient dans la procréation. Les techniques de l'AMP sont diverses. L'insémination artificielle ou l'insémination intra-utérine et la fécondation in vitro qui comprend 2 techniques classiques, à savoir la FIV ou l'ICSI, l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes, d'un spermatozoïde, du conjoint dans l'ovocyte. Puis, bien sûr, dans certaines situations, d'autres législations permettent des dents, hein, que ce soit des dents de spermatozoïdes ou de dents d'ovocytes. On n'est pas là en Tunisie. Il faut revenir, moi j'adore l'histoire, et ce bonhomme que vous voyez devant vous, monsieur Robert Edwards, qui est décédé il y a maintenant 6 ans, c'était un physiologiste britannique, c'est le père de la fécondation in vitro. Il a eu le prix Nobel de médecine en 2010, et oui, nous il y a quelques années, à la fin des années 60, il a pu fertiliser un ovocyte humain en laboratoire. Et cette dame que vous voyez devant vous, Louise Brown, c'est elle, sa naissance a modifié le cours de l'histoire médicale. C'est le premier être humain qui est issu de la fécondation in vitro. Puis, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, les techniques se sont améliorées, vous avez vu les avancées technologiques, et on estime qu'en 2010, il y aurait environ 4 millions d'enfants sur cette planète qui seraient issus de la fécondation in vitro. Tout à l'heure, vous avez vu un petit peu les différentes phases et les différentes interventions sur le cycle
Je vais essayer, à travers ma présentation, de fixer un petit peu les idées. Ma présentation va tourner autour des médicaments. Tout à l'heure, c'était plutôt physiologie. Là, ça serait plutôt un accès sur les médicaments et le bon usage. Et je vais rappeler les éléments clés, les moments clés des phases d'un traitement hormonal. La première phase, bon, première ou pas première, donc vous avez vu en fonction du cycle, en fonction du choix de l'agoniste ou d'antagoniste, il y a plusieurs approches, mais les médicaments utilisés, comme l'a expliqué Dr Zio tout à l'heure et Raya, professeur Raya, bon, je me permets de dire Raya, c'est une amie de promo. Donc, les agonistes du GnRH, c'est le décapeptile, ou bien sûr les antagonistes avec les citrotides. On va revenir sur les molécules tout à l'heure avec détail. L'objectif, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment de mettre à repos l'hypophyse pour éviter une ovulation spontanée. Puis, afin de déterminer les doses à prescrire, il y a des bilans qui se font, un bilan hormonal et une échographie qui va permettre d'estimer le nombre de follicules de départ. La stimulation, maintenant, nous avons contrôlé le cycle et nous avons contrôlé plutôt l'hypophyse. Nous allons stimuler, hein, comme l'ont expliqué nos collègues, avec de la FSH. La FSH, elle peut être urinaire, hautement purifiée ou recombinante. Et je vais revenir en détail sur cet aspect. On m'a demandé de détailler cet aspect, de plutôt préciser et souligner les différences qui existent entre les urinaires et les recombinantes. Donc, la phase de stimulation avec la FSH, qu'elle soit recombinante ou urinaire, permet de stimuler les ovaires et la croissance, bien sûr, de plusieurs follicules. Une fois le blocage des ovaires obtenu, on administre une hormone qui stimule le développement. C'est la phase de stimulation. Et l'équipe médicale doit suivre de près les effets des traitements, parce que parfois on peut être dans l'excès, hein, parfois un peu moins. Donc il y a vraiment un monitorage avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dosage de l'ostradiol et l'échographie. Je vais revenir un petit peu sur cette stimulation. Elle est très intéressante, c'est de la physiologie, on va revenir sur la physiologie et c'est très important pour comprendre un petit peu quel serait le rôle de la FSH en détail dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Au début de la phase folliculaire, comme l'a expliqué tout à l'heure, la cohorte de petits follicules présente dans chaque ovaire est hétérogène. Ça, c'est très important. En ce sens que chaque follicule a une sensibilité propre à la FSH. Donc, les follicules qui sont présents n'ont pas la même sensibilité à la FSH. Et ce n'est qu'au-delà de ce seuil spécifique de la FSH qu'il est effectivement recruté. Le premier follicule qui émerge de la cohorte lors du recrutement est celui dans le seuil de la FSH est le plus bas, c'est-à-dire dont la sensibilité est la plus grande. Vous voyez un petit peu ici, il y a des seuils, hein. Tous les follicules n'ont pas le même seuil de la sensibilité à la FSH, et celui qui a le plus de sensibilité, c'est celui qui sera considéré comme le follicule dominant. En fait, dans le cycle physiologique, la majorité des follicules subissent une atrésie. Vous voyez un petit peu les autres qui vont partir, et c'est ce follicule-là qui sera considéré comme le follicule dominant. Donc, la majorité des follicules subit une atrésie, comme j'ai dit, et seul le follicule sélectionné dans le seuil de la FSH le plus bas poursuit sa croissance jusqu'au stade pré-ovulatoire. Cette régulation FSH dépendante du développement folliculaire explique le caractère spontanément monofolliculaire de l'ovulation dans l'espèce humaine. C'est pour cette raison-là, hein, cette physiologie, cette sensibilité qui n'est pas la même par rapport à la FSH, que, in fine, il y a un seul ovocyte qui arrive à la maturation. Et ces données-là que nous avons vues ensemble constituent la base de l'utilisation clinique de la FSH. Nous avons vu tout à l'heure que on peut stimuler d'une façon simple, hein, on a vu les produits utilisés, les médicaments utilisés, clomifène,
puis d'autres, hein, des inhibiteurs de l'aromatase, des antidiabétiques aussi, très intéressants. Il y a cette phase d'insémination et de stimulation et d'insémination, ou de stimulation et d'intervention avec les techniques de PMA, avec les médicaments que nous avons vus, agonistes, antagonistes ou gonadotrophines seuls. Donc vous voyez un petit peu que nous pouvons stimuler en hors FIV ou nous pouvons stimuler dans le cadre d'une FIV. Donc une induction simple, c'est pour corriger les troubles de l'ovulation, ou une stimulation paucifolliculaire pour obtenir 1 à 2 follicules. Ça, c'est hors FIV. Mais pour la FIV, la stimulation, elle est multifolliculaire, ça c'est très important, pour obtenir un nombre entre 5 et 7 follicules matures par ovaire en vue d'une FIV, et ceci soit avec ICSI ou sans ICSI. Maintenant, on a contrôlé, donc avec agoniste ou antagoniste, on a stimulé, maintenant il faut déclencher l'ovulation. Comment on va déclencher l'ovulation? Avec une hormone qui est la SCG, les gonadotrophines chorioniques, ou l'ovitrel, hein, la choriogonadotrophine alpha, donc une urinaire et une recombinante. L'objectif est de déclencher l'ovulation à plage horaire fixe. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu un petit peu comment nos chers conférenciers ont insisté sur cette notion de timing très importante, parce que derrière ce déclenchement, il y a une intervention pour faire les ponctions. Donc, c'est un point très important, ils l'ont très bien souligné. Je le redis encore une fois, il faut faire très attention à cette histoire d'horaire fixe qui est avancée par les praticiens. Il faut s'arranger, on a proposé que le pharmacien soit avisé, etc. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à bon escient. Puis bon, pour les détails, vous les avez vus, l'essentiel, c'est qu'il faut déclencher. Donc, si je récapitule, il y a des médicaments qui vont bloquer la libération de la LH, il y a des médicaments qui vont stimuler la croissance folliculaire, et il y a des médicaments qui vont déclencher l'ovulation. Donc c'est les médicaments qu'on utilise. Bon, il y en a d'autres, hein, comme on a expliqué tout à l'heure, mais c'est l'essentiel. Et là, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a sur le marché tunisien, et souligner surtout cette différence entre les produits urinaires et les produits recombinants. Il faut dire que les urinaires, il y avait les urinaires qui étaient extraites sans traitement particulier, puis il y avait les urinaires hautement purifiés, puis il y a les recombinantes, et on va revenir sur l'historique de tout ça pour voir un petit peu l'importance de tout ce qui est recombinant, parce que c'est très important. Aujourd'hui, la médecine et les médicaments s'orientent plus vers les médicaments biologiques, et les techniques, les opportunités qu'offre la biotechnologie aujourd'hui sont énormes. Hein, vous voyez, on arrive à synthétiser les rétropoïétiques, les facteurs de croissance hématopoïétique, on arrive à synthétiser les insulines analogues, on arrive à synthétiser les anticorps monoclonaux, les protéines de fusion. Tous ces médicaments-là ont pu voir le jour suite à l'amélioration des connaissances en termes de biologie moléculaire et surtout en termes de biotechnologie. Et les deux produits qui sont là, analogues, on arrive à synthétiser les anticorps monoclonaux, les protéines de fusion. Tous ces médicaments-là ont pu voir le jour suite à l'amélioration des connaissances en termes de biologie moléculaire et surtout en termes de biotechnologie. Et les deux produits qui sont là, c'est des médicaments chimiques, hein, faire attention, c'est des analogues de peptides, alors que le Citrolix, c'est pas un analogue, c'est un analogue chimique, hein, donc c'est une molécule chimique classique qui n'est pas issue de la biologie. Traitement de la fertilité, de la biologie à la biotechnologie, une évolution pour l'efficacité, la qualité et la sécurité. Hein, je suis dans le cadre d'un symposium MERC, je le rappelle. Donc, je vais essayer d'être neutre, mais je suis dans le cadre d'un symposium MERC. Donc, pour les structures des gonadotrophines naturelles, la FSH naturelle est une glucoprotéine, elle est composée de deux chaînes, la chaîne alpha et la chaîne bêta. La chaîne alpha, elle est commune à plusieurs autres hormones. La bêta, elle est propre à la FSH et elle est indispensable, plutôt responsable à son activité biologique. Un petit peu d'histoire, hein, toujours l'histoire. Dans les années 40,
il y a eu les premières gonadotrophines extraites d'urine humaine, la ACG, gonadotrophine chorionique humaine, les gonadotrophines des femmes ménopausées, HMG en 49, la première FSH seule purifiée, urinaire mais purifiée dans les années 80, et la première FSH recombinante, Serono, qui est par la suite devenue Merck Serono, et je pense que même Serono n'existe pas maintenant, c'est Merck, hein, c'est Merck. Et en 2003, le Gonalev Field by Mass, hein, une technique très intéressante que je vais vous expliquer. Et c'est la première et seule, je pense, en Tunisie, hein, qui est quantifiée en microgrammes et non pas en unités internationales. Et je vais vous expliquer tout ça. Ça, c'est un petit récap sur les produits que je viens de citer. Donc, vous voyez, toujours c'est la même chose. Commencez par les urinaires, les hautement purifiés, puis par les recombinantes. Vous voyez que voilà, la FSH, vous voyez, il y a un autre produit hein, qui est recombinant d'un autre laboratoire, mais les médicaments sur lesquels je vais me concentrer aujourd'hui, c'est surtout les recombinantes de Merck. Donc, comme je vous ai dit, les premières molécules utilisées, les gonadotrophines utilisées, étaient urinaires. Hein, donc, on recueille les urines pour mettre sous forme galinique ces produits. Donc, mais il faut comprendre que utiliser des produits urinaires, ça présente beaucoup de limites. Il s'agit d'une extraction urinaire, donc il faut qu'il y ait des grandes quantités de matières premières nécessaires comme source. Vous voyez, lorsqu'il s'agit toujours d'une source naturelle pour les médicaments en général, on est dans un cadre qui est conflictuel. Hein, des médicaments anticancéreux, des médicaments pour la douleur, mille et une drogues qui sont issues du naturel. Mais le truc le plus important, c'est de pouvoir fabriquer ce produit dans des quantités industrielles. Parce qu'on a beau découvrir que l'écorce de l'if, par exemple, contient le taxotère, mais pour avoir une cure de taxotère, il nous faut 1000 arbres. Ça n'a absolument aucun sens. Donc le fait d'avoir une technologie qui nous permet de produire à grande échelle avec des grandes quantités un médicament, c'est très intéressant. Alors que là, il nous faut de l'urine et il faut recueillir cette urine et imaginer qu'il y a... Bon, heureusement, il n'y a pas de pénurie d'urine, mais il faut voir les contextes, l'origine des dents, hein, comme... Bah oui, j'ai entendu parler d'un problème, oui, en Chine surtout, je pense qu'il y a des problèmes. Et figurez-vous, l'héparine, bon, je saute du coq à l'âne, mais bon, je suis toujours comme ça, je ne suis pas dans un amphithéâtre, mais permettez-moi d'ouvrir quelques parenthèses. Les héparines, par exemple, vous avez tous entendu parler du problème des héparines Baxter, il y a une quinzaine d'années maintenant. Les héparines, vous savez, ils sont extraites à partir de l'intestin de porc. Et il y a l'héparine non fractionnée, puis à partir de différentes techniques, nous obtenons les héparines à bas poids moléculaire. Et il y avait un moment où il y avait une très grande épidémie qui a touché des porcs chinois, et il y a eu un problème de ravitaillement international en héparine. Et vous voyez, donc, le fait de dépendre du biologique, c'est quand même assez délicat. C'est difficile de tracer les donneurs, ou bien les donneuses, hein, il faut faire attention. Risque de transmission d'agents infectieux, bon là les choses sont mieux contrôlées, hein, il faut dire, mais je vais mettre les choses dans leur contexte. Avec l'hyperpurification, il y a moins de risques, mais le risque il est toujours là. Puis il y a peu de contrôle sur la qualité des matériaux de départ. Au quotidien, la collecte d'urine, c'est ça. Donc, il faut collecter les urines, des employés très courageux qui font la collecte. Hein, vous voyez un petit peu. Décharger les urines collectées à l'usine et traiter ces urines-là. Et les bonnes sœurs ont longtemps rendu service. Vous voyez, elles ont permis... Hein? Qui a dit Mousser? Samir. C'est Samir. Donc... et surtout, celle de Rome, hein, une urine de qualité qui vient de Rome. Donc, vous voyez, elles ont permis de mettre l'union pergonale et d'autres sur le marché français depuis les années 80. Et les religieuses de Rome étaient les premières donneuses d'urine pour les lots de HMG. Pour les produits sanguins, la traçabilité, elle est là, ça c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments, les médicaments
dérivés du sang que nous utilisons aujourd'hui dans plusieurs thérapeutiques sont des médicaments dont l'origine est connue. Donc là, même chez le malade, lorsque on donne le malade, même l'administration, elle doit être tracée. Hein, dès la production jusqu'à l'administration. Tout est tracé. Alors que, pour pouvoir intervenir lorsqu'il y a un problème. Alors que pour les produits urinaires, les donneurs sont inconnus puisque les urines sont dans un même pool et c'est difficile de tracer ces produits. Pour la production, la quantité ne peut pas être vérifiée durant le transport, l'extraction et le procédé de vérification n'ont pas été validés. En ce qui concerne l'activation du priant, un problème très important, un peu moins maintenant, une contamination ne peut pas être exclue et la qualité de la gonadotropine obtenue est inconstante et inhomogène et je vais vous montrer quelques études par rapport à cet aspect-là. Voyez un petit peu comment les choses ont évolué depuis les années 30, 40 jusqu'aux les recombinantes. Actuellement, nous sommes plus sécures, nous sommes plus efficaces, plus efficients, plus constants et avec une qualité qui est très intéressante avec les recombinantes. Ça bloque? Non, ça va. Voilà. Ça, c'est une étude qui a essayé de montrer un petit peu que peut contenir des produits obtenus d'origine urinaire. Vous voyez que dans des viales, on a trouvé qu'il y a quand même, par rapport au nombre de composés qui existent, 30% d'impuretés et une quarantaine de protéines qui sont identifiées et ces impuretés varient d'un lot à un autre. Vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver comme protéines dans les préparations de gonadotrophine urinaire et c'est pas ce dont nous avons besoin pour induire le développement folliculaire. Et il y a ce problème de protéines de priant qui est toujours très problématique. Il y a eu même des publications qui parlaient d'une détection des protéines de priant dans les dérivés d'urine injectables pour la fertilité par des techniques des approches de protéomique ciblées. Vous voyez un petit peu pour les urinaires, hein, vous voyez qu'il y a une détection de protéines de priant alors que pour les recombinantes, bien sûr, ce risque est exclu. Mais il faut qu'on vous rassure que les choses vont de mieux en mieux dans les dernières années. Donc, ces urinaires qui sont mieux préparés en les purifiant d'une façon très importante, c'est un pas vers l'avant par rapport aux molécules non hautement purifiées qui n'existent pas, mais je vous ai dit que j'ai voulu mettre les choses dans leur contexte, mais les risques de contamination persistent et les nouvelles technologies de production s'imposent et c'est pour ça que nous avons migrer vers la biotechnologie. Et ce qui est très important, vous voyez un petit peu, historiquement, pour l'anémie, c'était strictement des dons de sang. Aujourd'hui, on a les érythropoïétines recombinantes. Pour le diabète, l'insuline qui est produite d'une façon recombinante et par biotechnologie nous offre des solutions. Pour l'hémophilie, les facteurs de croissance, comme je vous ai dit, hématopoïétiques, les facteurs de la coagulation, les hormones de croissance qui historiquement sont d'origine bovine et les gonadotrophines qui sont d'origine urinaire. Donc les thérapies nouvelles aujourd'hui en biologie tendent de basculer vers le recombinant et la génétique et la biotechnologie. La biotechnologie, elle est ancienne. La biotechnologie a commencé 6000 ans avant Jésus-Christ avec le brassage de la bière, la fermentation, le pain, le vin. C'est une diapositive que j'utilise toujours pour montrer que les choses ont évolué d'une façon très intéressante. La génétique, elle nous a permis de comprendre comment on peut intervenir avec l'hérédité, Mendel, Pasteur pour la microbiologie, pour les vecteurs qu'on utilise. Et aujourd'hui, on est arrivé à ces techniques de biotechnologie moderne. Mais ce qu'il faut savoir, que la biologie est un processus qui est très complexe, qui est différent de la synthèse chimique classique. Parce que lorsque dans un laboratoire aujourd'hui, vous voulez synthétiser du paracétamol ou de la torvastatine, avec les techniques que vous avez entre vos mains, on est sûr qu'on va obtenir la même molécule et que
il s'agit de lots qui sont strictement reproductibles. Pour la biologie, c'est jamais le cas. Et c'est le problème qui se présente aujourd'hui. Même entre les princeps et les génériques, il y a du mal à intégrer ces connaissances. Imaginons aujourd'hui que nous sommes en train de parler de médicaments de biotechnologie et la difficulté qu'on rencontre pour admettre le concept de biosémilaire. Il est là parce qu'il y a cette variabilité et je vais vous expliquer. En biologie, en biotechnologie, on parle d'un adage très célèbre qui dit que le process is the product. C'est-à-dire que chaque produit, plutôt chaque process donne un produit. Et que les différences minimes dans ce process donnent des structures qui sont différentes. La technique, elle est simple, vous la connaissez. Donc, il y a le gène dont nous avons besoin. Nous allons l'introduire dans un vecteur. Vous voyez le vecteur. On va le transférer dans des cellules bactériennes ou des cellules humaines, puis on va produire à large échelle et on va purifier, on va formuler et les médicaments biologiques dérivés sont complètement, donc les étapes sont complètement indépendantes et les différents process de fabrication ne sont pas identiques. Pour la FSH maintenant, comment on fait? C'est exactement la même technique. Donc, la FSH recombinante est exprimée dans les cellules de mammifères. C'est les ovaires de hamster chinois. C'est des cellules qui sont utilisées. Bien sûr, les choses sont très codifiées. Le matériel de base est parfaitement identifié. Les procédés de production sont en deux phases, la culture cellulaire et la purification. Les cellules proviennent d'une lignée cellulaire unique pour tous les cycles de production. Dans une industrie à Genève pour le cas de Merck. Pour faire plus simple, c'est la même chose. Donc, gène, un marqueur, un plasmide, c'est notre vecteur qu'on va faire exprimer. C'est la même chose. Donc, vous voyez, les deux chaînes alpha et bêta qu'on va transfecter au niveau de notre cellule hôte. Il va y avoir une expression, puisque le matériel génétique nécessaire et la machinerie moléculaire, elle est là, les enzymes, etc. Ils vont permettre l'obtention plutôt d'exprimer la protéine dont nous avons besoin. Elle sera traduite, la maturation de la protéine désirée, et on va par la suite, cette cellule hôte va exprimer la molécule dont nous avons besoin. Nous avons obtenu notre FSH. Maintenant, il faut la purifier. Donc, vous voyez, la première étape, c'est la production de la FSH recombinant. Par la suite, nous allons passer par ces étapes. L'ultrafiltration, la chromatographie, l'immunoextraction, la chromatographie bis, l'ultrafiltration pour obtenir des lots de FSH purifiés. Figurez-vous que c'est très complexe. Et ce n'est pas une production d'un produit chimique classique. On ne parle pas de la même technicité et si c'est vrai pour les protéines, pour les gonadotrophines, ceci est vrai pour 50% des médicaments qui existent dans les pipelines des Big Pharma aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un médicament sur deux en développement est un médicament issu de la biologie. Aujourd'hui, si on va gagner le combat du médicament de demain, il faut gagner le combat du médicament biologique. C'est des médicaments qui sont très importants. L'importance des insulines, vous la connaissez. Aujourd'hui, dans des maladies qui sont très difficilement curables comme les cancers, comme beaucoup d'autres pathologies, les pathologies rhumatismales chroniques, les pathologies inflammatoires de l'intestin, etc., 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 nous utilisons des thérapies ciblées, des anticorps monoclonaux qui sont issus de la biologie. Et rien que sur les 10 médicaments qui génèrent les plus grands chiffres d'affaires aujourd'hui, 8 ou 9 sont des médicaments qui sont issus de la biologie. D'accord, c'est ça. Donc, biologie, biologie et biologie. Lorsque je taquine mes enseignants de chimie, je leur dis qu'aujourd'hui, on est arrivé au début de la fin de la chimie. Ils se mettent en colère, mais ce qui existe sur la scène internationale pharmaceutique montre que c'est le début de la fin de la chimie. Bref, donc nous avons notre FSH recombinante, et comme je l'ai dit, le vivant est indissociable de la variabilité. Donc entre les lots, il y a une variabilité qui existe, elle est normale, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette variabilité soit dans les limites tolérées. Voici l'exemple de notre FSH.
sur des profils de glycosylation, vous voyez que quand même, ça c'est des lots, hein, ces points ce sont des lots, voici les numéros de lots, et vous voyez quand même la variabilité, elle doit rester dans des marges tolérées pour que les agences de réglementation puissent accepter. Mais cette variabilité, alors que si vous étiez devant un médicament chimique, hein, devant n'importe quel médicament chimique, ceci serait un très plat, parce qu'il n'y a pas de quoi faire une variation. Un hydrogène ou un petit CH3 dans une molécule chimique classique fait toute la différence. Alors que là, les molécules sont très grandes, donc on peut accepter certaines variations qui vont, en fin de compte, toucher pas la stabilité, pas l'efficacité, pas la sécurité, mais toucher la conformation spatiale de la molécule. Tout ceci doit être contrôlé, bien évidemment. Donc vous voyez un petit peu, avec les recombinantes, nous avons gagné sur la pureté, nous avons gagné sur l'activité et sur la qualité. Ça, je l'ai dit, mais je le redis pour montrer que nous avons eu beaucoup d'améliorations. Pour les urinaires, le contrôle est limité, les sources sont changeantes, ça je l'ai dit, pas de traçabilité pour la source, les sources limitées. Mais un autre point très important que je vais souligner maintenant, c'est cette grande variabilité de la quantification de la dose. Comment quantifier la dose des urinaires? Ce qu'on appelle le bioessai, avec une quantification en unité internationale, alors que pour les recombinantes, j'ai parlé des avantages, mais il y a un autre avantage, c'est la quantification constante de la dose. C'est une caractérisation complète physico-chimique de l'activité et de la reproductibilité qui est très important, ou ce qu'on appelle la quantification en masse. Je vais faire la quantification en masse et les bioessais. En masse, comment on faisait? On injecte, bon vous voyez c'est ancien quand même, mais on injectait de la FSH chez les rats qu'on choisit, puis on va sacrifier le 4e jour et on va peser les ovaires. Et la quantification de l'activité en unité internationale dépend de donc l'activité biologique d'un lot, elle est calculée d'après le gain de poids des ovaires des rats. Alors que maintenant, lorsqu'on quantifie en masse, le produit il est très pur, on l'a vu, il est obtenu par ADN recombinant. Ceci permet la chromatographie par exclusion de taille, c'est un peu complexe, mais c'est une technique chromatographique séparative qui permet de séparer les constituants d'un composant en fonction de leur masse. Dans mon FSH recombinante, cette technique chromatographique qu'on connaît parfaitement détecte les molécules dont la masse est temps, et elle va les retenir de façon que nous allons obtenir un lot qui est extrêmement purifié. Le contenu de FSH peut être exprimé en unité de masse et non en unité d'activité. À cette unité de masse, bien sûr, correspond une activité biologique précise. Les 75 unités internationales correspondent à 5,5 microgrammes, donc la dose délivrée, elle est précise et reproductible. Vous voyez un petit peu la différence entre les urinaires et la variation de la quantification en unité internationale et la quantification en microgrammes. Là, il y a cette variabilité qui peut atteindre les 20%, et bien sûr, si on est dans des quantifications qui sont très hautes, on risque le surdosage, alors que lorsque nous sommes dans des quantifications qui sont basses, on peut être dans l'inefficacité. C'est un point qui est très important. On est sûr que la dose prescrite, c'est bien la dose administrée. Ça, c'est un point qui est très important. Mais ceci a une répercussion clinique. Ça, c'est très important et je parle sous le contrôle du professeur Zio qui va peut-être nous confirmer tout ça. Donc, vous voyez un petit peu, là, il y a cette variation dans le nombre de vos sites avec les différents lots. Donc, vous voyez, il y a cette variation, hein, ça varie un petit peu avec les filled bioessais, alors que les filled biomass, vous voyez un petit peu qu'il y a cette constance dans le nombre de vos sites ponctionnés, puisqu'il s'agit d'une dose qui est contrôlée et qui est très bien codifiée. J'ai parlé d'un bénéfice clinique, hein, c'est important, puisque vous voyez des études comparatives entre les deux, les recombinantes et les urinaires, donc celles qui sont quantifiées filled biomass et ils sont bioessais, vous voyez, donc le nombre de jours de stimulation il est moindre pour les recombinantes. Le taux d'implantation, il est plus important pour les recombinantes. Et les taux de grossesse clinique, en pourcentage par embryon transféré,
elle est plus importante pour les recombinantes. Donc, sur tous les plans, nous avons des molécules qui sont plus safe et plus efficaces. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Le produit que je vous présente et qui est commercialisé par le laboratoire Merck, c'est le Gonalev, filled by mass. Donc, il y a moins, le dosage est plus précis, donc moins d'ampoules par cycle, une meilleure reproductibilité, une meilleure prévisibilité de la réponse ovarienne, et on peut considérer qu'il s'agit d'un traitement individualisé. On vous a expliqué quand est-ce qu'il est utilisé ce produit. Il est produit chez la femme. Donc l'effet le plus important résultant d'une administration parentéral de FSH, c'est le développement de follicules de graphes matures. Et chez l'homme, il peut être utilisé, comme l'a expliqué le professeur Zioua et le professeur Merdessi, donc en association avec la SSG pendant 4 mois. Raya a dit qu'on peut aller jusqu'à une année. Maintenant, son utilisation en orcive, on l'a compris très bien, c'est réaliser une stimulation ovarienne mono ou paucifolliculaire, dite induction simple, comme on l'a dit tout à l'heure, suivie ou non d'une insémination, insémination intra-utérine. Voilà. Le réflexe, les abréviations, très. J'ai plus mon écran ici. لا بعيد الرتور نحب ماذا بيه لهنا شنو قيس؟ Il faut ouvrir quelque chose ou voilà, c'est ça. Donc ça on l'a vu. Les principes de base ont été expliqués aussi, la stimulation, le S1 qui est considéré S1 dans l'induction, c'est dans la stimulation, généralement c'est le J3, J5 du cycle spontané ou induit, le monitorage échographie œstradiol et les doses initiales sont de 75 à 150 unités internationales, ce qui est quand même très important ici, et peut-être on va y arriver vers la fin, c'est que parfois les gynécologues, les spécialistes en PMA demandent d'ajouter une demi-ampoule. Ça c'est très important, on va voir par rapport à la stabilité du Gonalev qui existe actuellement en Tunisie, parce qu'il y a des formulations qui ne sont pas en Tunisie. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut conseiller aux malades? Bon, ça on l'a vu, pour le déclenchement, c'est la HCG urinaire ou recombinante. Maintenant, pour la FIV Elixir, vous voyez un petit peu, l'apport de la FSH en début de phase folliculaire augmente le nombre de follicules recrutés, et lors de deuxième partie folliculaire, en fait, ce que fait cette FSH, elle sauve de l'atrésie certains follicules. Vous vous rappelez, au début, on a vu que tous les follicules ont subi cette atrésie. Là, la FSH, qui est là, donne ce maintien, donc les ovocytes ont été épargnés de cette atrésie. Les critères de déclenchement, on les a vus, c'est exactement, ça a été très détaillé de la même façon, ça sera détaillé de la même façon, donc j'ai pas besoin de revenir sur ça. Par contre, je vais revenir sur cette notion d'agoniste et d'antagoniste qui est très important, et peut-être dans la discussion, j'aimerais qu'on discute un petit peu par rapport à l'intérêt de l'un ou de l'autre dans les protocoles. J'ai trouvé quelques méta-analyses, mais j'aimerais qu'on en discute. Donc, c'est simple, tout à l'heure, le professeur Zio vous a expliqué que cet agoniste, l'agoniste du GnRH, le décapeptile, il va supprimer des pics prématurés de LH, conduisant à l'utilisation non souhaitée. Deux modes, les protocoles agonistes lents, le protocole court ou ultra court. Il vous a expliqué quand est-ce qu'on va introduire cet agoniste dans le cycle. Alors que pour les antagonistes, et il vous a très bien expliqué ça avec le graphique,
c'est un arrêt brutal de la FSH et de la LH par l'inhibition compétitive. Là, c'est un antagoniste clair. Donc, c'est la clé et la serrure pour toute activité d'un médicament. Là, on va bloquer la serrure, donc la clé ne peut plus passer. Et il s'agit d'un antagoniste vrai. Donc, il y a ce blocage et cet arrêt de ces hormones-là. Deux modes d'administration, le cycle, il a l'approche monodose et la multidose. Les posologies, donc vous voyez, c'est très complexe, ça dépend des cycles. Et je vais retenir, plutôt je vais vous parler des deux premières lignes. Hein. Le traitement devra adapter à la réponse individuelle de chaque patiente et il faut respecter la dose prescrite. Donc vous voyez, c'est la sauce interne de nos amis praticiens. Hein, ils savent ce qu'il faut donner, ce qu'il ne faut pas donner. Donc nous, on doit conseiller aux malades de respecter la dose prescrite parce que vous voyez, en fonction des protocoles, il y a beaucoup de différences dans les posologies. Maintenant, pour le mode d'administration. Tout traitement par Gonalev doit être institué sous la surveillance d'un médecin ayant l'expérience du traitement des problèmes de fertilité. C'est un produit qui s'administre par voie sous-cutanée et la poudre doit être reconstituée immédiatement avant l'utilisation avec le solvant joint. Afin d'éviter l'injection de volumes trop importants, on peut dissoudre jusqu'à 3 ampoules ou flacons de poudre dans 1 millilitre de solvant. Ça, c'est très important. Parce que si la posologie, elle est de 225 unités, par exemple, vous avez à injecter 3 flacons, vous n'allez pas faire 3 injections différentes. Donc, on peut utiliser et faire une seule injection. Et je vais vous montrer ma vidéo qui explique parfaitement comment la reconstitution est faite. Gonal 75. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je peux le dire à notre instant. Avant de commencer, lavez-vous soigneusement les mains. Ouvrez la boîte et prenez le nombre d'ampoules prescrites par votre médecin avec une aiguille de solvant préchargée. Ça, c'est le Gonalev commercialisé en Tunisie. Elle est lente, hein? Non? Chaque flacon contient 75 UI, de sorte que si la dose prescrite est de 150 UI, vous aurez besoin de 2 ampoules du médicament. Et si elle est de 225 UI, vous aurez besoin de 3 ampoules de médicament. Retirez le couvercle des ampoules. Prenez l'aiguille pré-remplie de solvant. Ouvrez l'aiguille rose en dévissant le bouchon de sorte que l'emballage se casse. Enlevez le capuchon gris et désinfectez le bout de l'aiguille avec une gaze stérile imbibée d'alcool. Ça, c'est l'aiguille pour la reconstitution. Tenir fermement l'ampoule et, en tenant la seringue comme un crayon sans appuyer sur le piston, insérez l'aiguille verticalement dans le centre du bouchon de caoutchouc. Appuyez doucement sur le piston de la seringue et introduire la totalité du liquide. Cela doit être fait lentement pour éviter la formation de mousse. En tenant la seringue et tout en maintenant le piston, mélangez le contenu avec un mouvement de la main délicat et évitez d'agiter vigoureusement. Tirez le piston jusqu'au bout afin de récupérer la totalité du contenu de l'ampoule. Il est très important de ne pas lâcher le piston avant d'avoir retiré l'aiguille de l'ampoule. De cette façon, nous évitons que le liquide retourne dans le flacon. Si la dose prescrite est de 2 ampoules, répétez les étapes ci-dessus avec le 2e flacon de médicament sans utiliser une autre ampoule de solvant. Si la dose est de 3 flacons, répétez l'opération sans utiliser une autre ampoule de dissolvant. Dans ce cas-là, introduisez l'aiguille de la seringue avec le contenu de la première ampoule dans le 2e flacon et répétez les étapes décrites ci-dessus.
Donc la première préparation peut préparer Enfin, et la deuxième tirez et sur la le troisième. piston et récupérez le contenu. 3. Retirez l'aiguille et jetez-la dans la poubelle spéciale. Ouvrez l'aiguille rouge, enlevez le bouchon et placez-le sur la seringue. Voilà. Ça, c'est une Appuyez doucement sur le piston de l'aiguille jusqu'à ce que quelques gouttes de liquide apparaissent. Voilà, c'est bon. Donc, pour le site d'injection, je pense que les choses sont très claires. Tout à l'heure, Dr Ziwa, en répondant à la question des sites d'injection, il a dit qu'on peut faire l'injection n'importe où, mais l'essentiel que ça soit sous-cutané. Les laboratoires Merck préconisent le haut de la cuisse ou l'abdomen, comme indiqué dans le diagramme ci-contre, et il faut choisir chaque jour un site d'injection différent. Donc pour les conditions de conservation, c'est des aspects pharmaceutiques qui sont très importants et à partir de ça dépend de la stabilité du produit. Donc poudre et solvant pour solution injectable avant la reconstitution à conserver à une température ne dépassant pas les 25 degrés dans l'emballage extérieur d'origine. Et une fois la solution reconstituée à 75 UI, il faut utiliser immédiatement après ouverture et reconstitution. Elle est à usage unique bien sûr. Et les demi-ampoules que vous utilisez parfois pour ajustement de la dose, il ne faut pas les conserver. C'est un produit qui est instable, donc il faut faire très attention à cette notion. Jamais conserver les demi-ampoules entamées. L'usage doit être immédiat. Donc voici un petit peu comment se présente ce produit. Les autres produits que nous avons vus, nous avons vu que nous avons besoin de la ACG ou la choriogonadotrophine alpha pour le déclenchement de l'ovulation, l'agoniste des capeptides, triptorelline, qui va induire la suppression des pics prématurés de la rage, ça on l'a dit, 2 modes d'administration, protocole lent, protocole court ou ultra court, et les antagonistes, le Ganirelix, je pense qu'il n'est pas commercialisé en Tunisie, il y a le Cetrorelix qui est commercialisé, et vous voyez, ça c'est une étude que j'ai trouvée, qui essaie de comparer un petit peu l'efficacité, on va dire, est-ce qu'elle est en faveur des agonistes ou des antagonistes. Ça c'est la ligne médiane pour cette méta-analyse, et vous voyez que le point il est presque au milieu, donc il n'y a aucune, pour le moment, peut-être cette étude elle est assez ancienne, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on rediscutera tout à l'heure par rapport à quel serait, parce que chaque protocole, agoniste ou antagoniste, a ses propres avantages et inconvénients. Je pense que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la sauce interne des praticiens qui savent quand est-ce qu'il faut adopter un cycle agoniste ou un cycle antagoniste. Voilà, c'est juste pour schématiser un petit peu avec les produits qu'on a entre les mains. Donc, je rappelle, protocole agoniste lent, vous voyez, l'agoniste, le début c'est à J21, J22, J23 du cycle précédent. Hein. Tout à l'heure il a posé la question, c'est le pré-test. Hein. Donc vous avez vu que l'ange on commence avant le début du cycle. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez loin. Le gonalef pour stimuler et l'ovitrel ou la ACG urinaire pour déclencher bien sûr gonalef ou autre. Pour le cycle court, la différence elle est là. Vous voyez, le début de l'agoniste c'est le J1, J2 ou J3 de la phase en phase folliculaire précoce, donc il y a quand même une différence entre la période, la durée plutôt, puis même chose, stimulation au vitrel pour déclencher. Pour l'antagoniste, ça c'est autre chose. Vous voyez, pas d'agoniste ici, donc on a la stimulation, puis ça dépend, là il y a aussi des protocoles, différents protocoles avec l'antagoniste. L'injection de 0,25 mg par jour, la ponction suite à ce déclenchement. Donc vous voyez que les choses sont très bien codifiées, c'est très important. Pour l'ovitrel, c'est quoi l'ovitrel? Il est indiqué dans les situations suivantes. Bon là, on maîtrise de mieux en mieux ces produits. C'est la choriogonadotrophine alpha, alors que la ACG, elle est urinaire.
Donc on connaît très bien les indications de ce produit, mais ce qui est très important aussi, je reviens sur cet aspect, qu'il s'agit d'une ACG recombinante qui est obtenue exactement de la même façon que les techniques de biotechnologie similaires à celles utilisées pour Gonalef. C'est la même matrice qui est utilisée et bien sûr l'utilisation de la recombinante garantit, comme j'ai dit tout à l'heure, cette stabilité, cette reproductibilité et bien sûr on est sûr que le produit est dépourvu de protéines indésirables, ce qui améliore la tolérance et l'activité. Bon, ça c'est la même chose, c'est pour dire que c'est intéressant pour les recombinantes. Un seul dosage en vive ou induction de l'ovulation. La dose elle est de 250 microgrammes, voie sous-cutanée, seringue pré-remplie et elle doit être conservée entre 2 et 8 degrés. Ça c'est juste pour vous montrer ce fameux cétrotide, comment il agit. Donc tout à l'heure on vous l'a expliqué, j'ai trouvé une diapositive en espagnol, je pense, ça c'est l'espagnol. J'ai pas trouvé le temps pour faire les changements, mais ça c'est clair, vous voyez, GnRH, LH à passage. Notre antagoniste vient tout simplement bloquer ici notre GnRH et va donner une suppression des gonadotrophies. Voilà comment il se présente. Donc ce produit est il a 2 dosages, 0,25 et 3 mg, et il est administré par voie sous-cutanée. Et la conservation, elle est entre 2 et 8 degrés. Je pense que c'est une information qui est récente. Je pense que, parce que classiquement, je pensais que c'était inférieur à 25 degrés, mais je pense que pour plus de stabilité, il faut que le produit soit conservé entre 2 et 8 degrés. Le Luveris maintenant, tout à l'heure nos collègues l'ont introduit. Il est utilisé en association avec de la FSH pour stimuler le développement folliculaire chez les femmes qui présentent un déficit sévère en LH ou en FSH. Et vous avez ce médicament qui est présenté pour l'administration en voie sous-cutanée. Mais j'ai pas compris, je m'adresse à Merck, pourquoi la seringue n'est pas fournie. Pour tous les médicaments, la seringue est fournie. Pour ce médicament, la seringue n'est pas fournie. Je sais pas. Moi, je sais pas. Mais peut-être c'est de l'économie de bout de chandelle, je sais pas. Mais... Donc, pour terminer, les recombinantes, plus. Donc, vous avez vu tous les intérêts de ces produits. Le rôle du pharmacien, c'est très important. Vous allez avoir dans vos officines, dans nos comptoirs, des gens qui sont stressés. Vous savez que, comme l'a dit le Dr Zio, le chemin est lent. Il y a beaucoup d'handicap, mais soutenir psychologiquement et écouter le malade, donc ça c'est comme très important. Il faut se mettre dans une autre dynamique pour voir que accompagner ces gens dans ces situations de détresse, c'est un point qui est très important. Je l'ai mis avant même les conseils hygiéno-diététiques, même les conseils de bon usage, le soutien psychologique et l'écoute des malades. Je pense que c'est le rôle majeur des pharmaciens. Parce que comme l'ont dit nos conférenciers, le pharmacien il est toujours le premier à être proche de ces malades. Conseils, bon usage et médicaments, nous avons vu maintenant comment il faut faire pour la majorité des produits qui sont utilisés. C'est quoi le rationnel derrière leur utilisation, leur conservation, la différence qui existe entre les produits. Je pense que nous avons fait le tour. Respecter la chaîne de froid, c'est très important. La Tunisie, bientôt, d'ici quelques semaines, jusqu'à fin octobre, on sera entre 30 et 40, 45, voire 50 degrés. Il faut être très attention. C'est des médicaments qui sont extrêmement fragiles. Pour accompagner des malades qui sont fragiles, dans un contexte qui est fragile, il faut faire très attention à ces aspects. Respecter la chaîne de froid et les conditions de conservation et les modalités d'administration. Faites attention. Mais il y a une autre formulation de Gonalef qui existe sous forme de stylo. Là, les choses sont autres.
Mais pour le moment, nous avons les ampoules à reconstituer, donc il faut respecter strictement les RCP des industriels qui vous sont fournis. Voilà, merci. Merci professeur Mahdi pour les informations que tu nous as données sur les avantages des gonadotrophines recombinants et le bon usage des gonadotrophines à l'officine. Donc on passe à la discussion avant de clôturer nos journées. Donc la parole est à la salle. On va manger. S'il y a des questions. Ah, il y a des questions, hein? Il y a Dr Zio qui est là, Raya qui est là, Merck qui sont là. Donc, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Assalam, Taïb Chahbani, pharmacien d'officine Tataoui. Merci beaucoup pour cette présentation, Smahdi. C'est une question pas très difficile. Hein? On est amis de promo, on a passé des... Donc une question facile, s'il te plaît. Deux questions. Question pour la préparation de l'injection, amène le solvant pour 3 ampoules. Pour 4, zut de solvant, une petite quantité pour la constitution. Deuxième question, certains cas d'infertilité sont cause d'un traitement chimiothérapie. Est-ce qu'il y a des évolutions dans ce sens, les traitements anticancéreux en tenant compte des risques d'infertilité? Ok. Bien sûr. Pour la reconstitution, je pense que les choses sont claires. Le millilitre qui existe pour la reconstitution, il peut reconstituer 3. Donc il faut strictement se limiter à ce volume-là. Et pour le 4e, il faut utiliser le solvant. Le solvant. Hein? Le deuxième solvant. Pardon? Oui. Bien sûr. Pour la chimiothérapie, Dr Ziwa, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de réponse? Certainement. Pour la chimiothérapie, dans votre rôle de conseiller du patient, chaque fois que vous avez connaissance d'un patient qui va se soumettre à un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie, il faut lui conseiller de préserver sa fertilité. Et il y a différentes façons de préserver la fertilité. Chez l'homme, c'est facile, donner du sperme et le congeler. Chez la femme, il faut recourir à une stimulation de l'ovulation en urgence avec une congélation ou une vitrification des ovocytes. Pour les filles qui sont encore impubères, on peut prélever du cortex ovarien, le congeler et une fois guéri, marié, on peut envisager de greffer le cortex ovarien congelé sur les ovaires restants. Donc, ayez cette notion de conseil systématique à promulguer aux patients. Alors, Madame Memir. Donc je remercie les professeurs Ziwa et Merdessi ainsi que le professeur Dridi de leur collaboration aux journées scientifiques du CROPA. Je voudrais rebondir sur les risques. Tu as parlé, Raya, auparavant du stress que vivent les femmes au cours du long chemin de la PMA. On sait très bien que l'infertilité masculine ou féminine, tout se passe dans le cœur de la femme. Donc il y a pas mal de risques. Il y a le risque d'hyperstimulation ovarienne qui risque de faire des acides. Il y a aussi le risque de développer des cancers. Est-ce que vous avez eu des cas dans votre centre? Merci. L'hyperstimulation ovarienne est
une situation qu'on peut actuellement maîtriser avec les nouveaux protocoles de stimulation. Quand on est dans un protocole antagoniste, on peut éviter l'hyperstimulation en déclenchant l'ovulation avec le décapeptyle et non pas avec la CG. C'est comme si vous conduisez une voiture et que vous avez un pied sur l'accélérateur. Et l'accélérateur, c'est l'injection d'ACG. Si vous n'injectez pas l'ACG, vous n'avez aucun risque d'hyperstimulation. Donc, avec les nouveaux protocoles, on peut éviter ce risque. Du moins, on peut le limiter à moins de 1% des cas. Et pour le cancer de l'ovaire, j'ai eu un cas, une patiente qui avait un vaginisme. Elle a subi plusieurs protocoles pour faire de l'insémination artificielle. Elle a eu un cancer ovarien et elle a dû subir une intervention. Elle a fait une ablation des 2 ovaires à l'âge de 36 ans. Il y a des risques pour les inducteurs d'ovulation pour des cancers. Les données actuelles de la littérature ne sont pas en faveur d'une augmentation du risque de cancer de l'ovaire suite à une stimulation. Sauf dans les cas où il y a un risque familial par rapport au cancer d'ovaire. D'après des études danoises, c'était le citrate de clomifène qui provoquait les cancers ovariens. J'ai vu des cas. Dans la littérature, c'était publié. Je m'adresse à professeur Raya. Est-ce que pour la place de la phytothérapie clinique dans l'infertilité fonctionnelle féminine, ça vous rappelle quelque chose? Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de tout ce qui est conseil et accompagnement. Et bon, j'ai souligné plutôt l'aromathérapie qui est maintenant très en vogue par rapport à l'accompagnement des couples infertiles. Et pour la phytothérapie, j'avoue que honnêtement, je n'ai pas une très très grande connaissance, mais je sais qu'il y a beaucoup de produits qui peuvent être utilisés pour accompagner les couples déjà. Surtout pour améliorer l'infertilité masculine. Et maintenant, pour agir sur la douleur et sur l'angoisse et le trac qui est post-FIV. Mais je ne pourrais pas honnêtement vous citer le nom de ces produits-là. La thèse qui a été faite en 2014, ça va. Je me rappelle de la thèse, oui. Voilà. Exactement. C'est mieux. Merci beaucoup, نشكر مدام غاية وسيزي وخير العادة عملوها ونتركوز ما تدري قبل ما شراوه كان نورمالمون مش شراوه قبل فوالا سيت على حالك دونك بالنسبة كونسيرنون باغ اكزومبل دي مثلا انفاساج est-ce qu'on pourra par exemple mettre dans le même seringue même que un lâche est-ce que c'est possible? Oui, voilà, oui. Pour le luvéris, oui. Voilà. Bah, par exemple, on a par exemple du gonal et on met. Oui. Voilà. Donc, mais deux combinants. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Gonal plus luvéris, il n'y a pas de problème. Dans la même. Yes. Voilà. Merci beaucoup. Par contre, je vais juste revenir sur la question de tout à l'heure. Quand il y a sur l'ordonnance 4 ampoules de gonal, on avait posé la question, puisque 3 étaient mélangés dans un seul solvant, ce qui est fait généralement, c'est 2 ampoules par solvant, 2. Quand c'est 4. Par contre, j'aimerais poser une question. Docteur Ziwa, par rapport à cette histoire d'agoniste-antagoniste, est-ce qu'on peut comparer head-to-head les deux approches? Est-ce qu'on peut dire il vaut mieux utiliser ça ou c'est en fonction des protocoles, en fonction des... Micro, s'il vous plaît. C'est en fonction des protocoles. On ne peut pas comparer agoniste versus antagoniste. Et les données de la littérature rapportent des données en termes de taux de grossesse ou de naissance vivante qui sont tout à fait similaires. Mais c'est à nous d'adapter le meilleur protocole par rapport au profil de la patiente. Merci pour... C'est une médecine très agressive. Là
votre médecine, elle est très agressive. C'est pas la mienne, moi je rapporte. Bah, moi je suis Arrêtez. Moi je suis chimique. Voilà, vous arrêtez la cyclicité normale des hormones et physiologique. Oui. Ben, voilà, exactement. Donc c'est une agression pour l'organisme, dans l'objectif de procréer, ce qui est anormal tout ça. Philosophiquement, vous avez parfaitement raison. Non, mais c'est vrai. Ouais, Bah, ce qui est anormal, c'est contre nature. Oui. Donc, vous stressez l'utérus, l'hypophyse, l'anti-hypophyse, tout le monde, tous les constituants naturels de... Voilà. Donc, moi, c'est comme si vous allez me dire que la chirurgie, elle est agressive. Bah oui, elle est agressive. Elle est agressive aussi, la chirurgie. Mais il faut faire de la chirurgie. En parenthèse, professeur Zio, c'est un phytothérapeute. Voilà, pour se mettre un petit peu dans le cadre. Je suis phytothérapeute, voilà. Nous, on n'agresse pas les femmes, plutôt on prend soin d'elles. Les femmes, les hommes, c'est grâce. On prend soin c'est la d'elles. Tunisie, c'est grâce aux femmes tunisiennes. Que je respecte. Et vous si mal vous compris, avez... là, c'est une agression hormonale, c'est pas une agression. Voilà. Je parle des hormones, des agressions hormonales. Et l'interruption des cyclicités naturelles des hormones des femmes. Il y en a tellement, j'adore la femme tunisienne et j'adore toutes les femmes. Donc je vais l'épargner. Il y a une autre médecine qui va épargner la femme de ça toutes ces sous-entend agressions. que vous n'aimez pas les femmes tunisiennes, docteur Zio. Ça sous-entend ça. Là. Votre louche, Bon, donc, on a fait des travaux. Moi, je suis phytothérapeute de formation pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, il y a une quinzaine d'années, je suis allé à la fac des sciences à Sfax pour parler des plantes à effet œstrogénique et anti-œstrogénique. Donc, les chercheurs, dans le temps, ils ne travaillaient pas sur les plantes pour ces effets. Donc, ils commencent à rigoler un peu de mes approches. Donc, je leur proposais que je ramène les produits à base de plantes médicinales et je ramène des rats. Donc, ce qu'on a fait, on a pris 3 lots de rats. Le premier lot de rats, on lui a donné de l'eau pendant 5 cycles. Le cycle d'un rat, c'est 5 jours. Le deuxième lot, on lui a donné une plante qui inhibe les oestrogènes, qui est le catilier. Et le troisième lot de rats, on lui a donné de la soja, l'huile essentielle de soja. L'huile essentielle de soja, elle stimule les oestrogènes. Donc, après 3 cycles, on a sacrifié les 3 lots de rats et on a dosé les oestrogènes par radio-immunologie à l'hôpital de Sfax. Ce qu'on a trouvé, donc les rats, comme sous le catilier anti-oestrogénique, on voit très bien les oestrogènes qui ont très bien baissé et avec la soja, les oestrogènes ils ont très bien augmenté. Et donc ça montre bien qu'on a des produits naturels moins agressifs qui ont une importance. Pas ça. Qui ne sont pas agressifs et qui stimulent les oestrogènes. Donc, on va dire comme application pour l'infertilité fonctionnelle pour la femme. Donc, suite à ces travaux, il y a une thèse de doctorat en pharmacie dont j'ai été un des encadreurs, un co-encadreur, j'ai la chance de la faire. On est allé voir des médecins phytothérapeutes qui sont très compétents dans cette médecine. On a rassemblé combien? C'est Mme Barloud qui a fait cette thèse de doctorat en pharmacie. Combien de cas? 21, 28 cas. On a trouvé 30% de 37% de résultats positifs. Il y a 5 ans. Le résultat positif veut dire quoi? C'est-à-dire grossesse. Ça s'arrête aux grossesses. Non, mais donc, ce qu'on a utilisé, les points d'entrée, c'est voilà, les médicaments qu'on a, les points d'infertilité établis et infertilité fonctionnelle. Il n'y a pas de problème de chirurgie, rien du tout. Donc, les plantes qu'on a utilisées sont une infertilité fonctionnelle. Fonctionnelle, il n'y a pas de problème de chirurgie, il n'y a rien du tout. Donc, c'est le plan fonctionnel. On a dit, soit congestion pelvienne.
est-ce que les plantes... Soit ovaire polycystique, c'est un peu... Non, mais est-ce que les plantes étaient... la forme... Mais organique, fonctionnelle. La forme sous laquelle vous avez administré ces plantes. C'est par voie orale. Non, les drogues, c'était... C'est des plantes qui sont ramenées par la pharmacie centrale, des extraits de plantes. Ramenés par la pharmacie centrale. Qui sont codifiés avec des fiches techniques. techniques. Par rapport aux données internationales, par rapport à phytothérapie et infertilité? Sur l'international, est-ce qu'il y a des études randomisées? Oui, il y a plusieurs équipes qui travaillent. Il y a une équipe qui travaille un peu en France, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent en France, surtout à Paris. Il y a une équipe à Chicago qui travaille. Il y a une équipe en Lituanie. Il y a plusieurs équipes qui travaillent. Il y a plusieurs équipes en Tunisie aussi. À Sfax, à Sousse, à Monastir, à Tunis. Ouais. C'est pas l'endobiogénie, ça? C'est l'endobiogénie. Oh, allez, non. Merci, c'est Mohamed. Merci, pour ce témoignage. Alors, je remercie les trois conférenciers. Je remercie les trois conférenciers. J'ai deux questions. La première à professeur Ziwa, concernant l'accompagnement des malades. On voit souvent des femmes venir et refaire le cycle à plusieurs reprises, 1, 2, 3 fois, 3 tentatives par exemple de tentatives. S'il vous plaît, Taïeb, s'il te plaît. Alors, on voit souvent des femmes revenir après une première, une deuxième, une troisième tentative et ça ne marche pas. Quand même, et à chaque fois, on voit ces femmes venir, Inch'Allah, je serai enceinte. Et là, on sent leur désarroi et on n'arrive pas à les réconforter. Alors, la question, c'est après combien de cycles ou combien de tentatives, on peut dire que c'est fini et qu'on ne va plus refaire ces injections, ou est-ce qu'il y a un âge après lequel ça ne sert à rien de refaire ces fécondations in vitro ou ces inséminations? Il n'y a pas de réponse qu'on peut donner à toutes les patientes de façon uniforme. Chaque cas est un cas particulier et on a plus d'échecs que de succès en FIV. Et statistiquement, à peu près 80% des couples arrivent à obtenir une grossesse au bout de la 3e tentative. Et on reste quand même, après 3 tentatives, avec au moins 20% d'échecs. Et c'est ces 20%-là qui nous posent le plus de problèmes. Il faut les explorer et demander d'autres investigations pour expliquer et rechercher une cause à ces échecs répétés d'implantation. Mais il n'y a pas de... Bon, dans ma pratique personnelle, j'ai des naissances à la 8e ou 9e tentative. Oh, oui, mais chaque cas est un cas. Par contre, ce qu'il faut... on essaie de développer plus la congélation avec le transfert d'un seul embryon en frais. Donc on essaie donc d'avoir un maximum d'embryons congelés ou de blastocystes congelés et de transférer un par un. Est-ce qu'il y a des pour cas... diminuer le nombre de tentatives et de cycles stimulés. Est-ce qu'il y a des cas où vous éliminez d'emblée le dossier et vous dites non, je ne sais pas? Oui, bien sûr, quand on a une insuffisance ovarienne, quand on a une femme âgée, quand on a des mauvaises réponses, on arrête. Qu'en est-il par rapport au don en Tunisie? Le don, il est interdit. La loi, elle est là, il faut la respecter. Bon, on peut être pour, on peut être contre, mais la loi, elle est là, il faut la respecter. Et je vais vous donner peut-être une information. Les estimations sont de l'ordre de 200 couples tunisiens qui partent à l'étranger pour don d'ovocytes par an. Ils partent en Espagne, ils partent en Ukraine, ils partent en Chypre, ils partent au Liban aussi. Alors ma deuxième question s'adresse au représentant Merck. L'Ukraine aussi. Alors ma question s'adresse à vous et je voudrais savoir pourquoi on ne voit pas de délégués de Merck pour les produits gonal, etc. Des délégués qui peuvent faire le tour comme tout autre médicament
pour éventuellement répondre aux questions des pharmaciens, comment ça se passe, parce que là on est présent mais on n'est pas, tous les pharmaciens, on n'est pas tous présents là, et comment ça se passe sur les techniques d'injection, sur le mélange, ça pourrait aider énormément. Donc pourquoi on ne voit pas de délégué Merck donc faire de la visite médicale ou, donc au niveau des pharmacies? C'est une très bonne question. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. On a senti. Tu as trouvé la réponse là. Intelligent comme tu es, tu as trouvé la réponse. Non, il m'a fait part de cet intérêt que j'ai trouvé extrêmement logique et pertinent. Donc, on en parlait avec Sifat Ritaoud. Oui, vous êtes le fournisseur de soins de proximité, le premier contact avec le patient, et vous devez être en mesure de répondre à toutes les demandes d'une manière. Pourquoi jusqu'à maintenant vous ne l'avez pas fait? Est-ce que c'est pas dans votre politique ou est-ce que c'est pas intéressant de faire la visite chez les pharmaciens? Je préfère comprendre la politique. Il n'y a pas forcément une raison spécifique. Il n'y a pas forcément une raison spécifique. Il n'y a pas forcément une raison spécifique. Les professionnels de santé, les médecins, sont informés de Colchay. Et peut-être jusque-là, oui. Mais la promesse, c'est que nous, surtout que peut-être que dans un avenir proche, vous serez amené à dispenser de plus en plus ces médicaments-là. Vaut mieux tard que jamais. Donc, dernière question, madame. Ah, je serais bien à faire Je veux rebondir une seconde. Question. Je rebondis une seconde sur la question de Souhir. En fait, le reproche, il est adressé aux représentants du laboratoire Merck, mais ce reproche, il est généralement, c'est le reproche pour toutes les firmes qui ont des molécules innovantes. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour Merck. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour Merck, c'est pour les firmes qui ont des molécules innovantes. Aujourd'hui, c'est vrai que toutes les nouvelles molécules qui sont mises sur le marché, les nouvelles molécules qui sont mises sur le marché, on les découvre à travers des circulaires. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Donc, le Conseil encourage à avoir quelqu'un qui va dans les officines. Je sais qu'on passe maintenant à l'ère du digital. Je sais qu'il y a des plateformes digitales pour s'informer. Je sais que les firmes pharmaceutiques diminuent de plus en plus les effectifs de la délégation médicale traditionnelle. Mais il n'y a aucune raison que le circuit d'un lancement d'un produit s'arrête au niveau du médecin et le pharmacien découvre le produit au niveau à la prescription. Parce que maintenant, il y a un dispositif médical qu'on doit savoir manipuler, que ces firmes doivent venir présenter à la pharmacie, que le pharmacien doit montrer une aisance en le présentant au patient pour le réconforter. Et c'est pour ça, en fait, qu'en cherchant à parler de PMA aujourd'hui, c'est parce que la patiente qui vient dans l'officine, elle a justement besoin d'un pharmacien qui présente cette aisance. Donc en fait, je voulais dire que la question n'est pas présentée seulement à Merck, mais à tous les laboratoires qui présentent des molécules innovantes. Dernière question. Les médicaments innovants passent par un autre circuit, qui est le circuit de la CNAM. C'est important. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de beaucoup de médicaments. J'ai parlé de l'Avastin, j'ai parlé des biologiques. C'est des médicaments qui n'atterrissent jamais en officine, pour le moment, du moins. Donc je pense que dans la politique des Big Pharma, qui sont là pour présenter leurs innovations, le fait d'avoir un médicament à usage strictement hospitalier, dans un circuit bien codifié, c'est leur approche, mais ce que tu dis est vrai, puisque un malade qui est sous une biothérapie innovante, il peut à tout moment présenter un effet indésirable, une complication, ou même la façon avec laquelle il doit reconstituer ce produit, il doit être informé par rapport à ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Même à l'hôpital, parfois, on est chanté. Je sais. Ça arrive. Non, je sais que ce n'est pas
seulement contre les officinaux, mais la position du Conseil dans ce sens, c'est que le Conseil encourage à engager des pharmaciens qui vont le faire. Parce que pour l'emploi, c'est très bien, mais aussi pour sécuriser la boucle. D'ailleurs, le premier contact avec le laboratoire Merck, c'était dans ce sens. On a une boucle qui n'a pas été terminée, donc on voulait la terminer pendant les journées du CREPA. Et peut-être, Aoukal s'est engagé, hein. Oui, absolument. C'est un début. Donc on va lui demander d'autres choses. Et on passera aux autres pour organiser d'autres événements comme ça. Dernière question. Ce que je vais évoquer, c'est essayer de nous changer un peu la présentation du gonal et de l'ovitrique. Ils sont très proches. La couleur est presque la même. C'est difficile de les mettre dans le frigidaire. On fait des tickets, on fait des couleurs, on fait plein de choses. Mais il y a toujours les risques de livraison, risque de l'erreur et de la confusion. Donc un appel que je vous fais. خاطر عندنا مشكلة كبيرة في البرزنتاسيون اللي يقربوا لبعضهم في الألوان. حاجة أخرى نحب نسألها وديما تجي في بالي ومانيش فاهمينها خاطر سيت اون فورم خرجت بعد ما قرينا احنا. الفورم ستيلو. علاش تكون في الفريجيدير ومن بعد تولي يحطها في جيبه وما تفسدش. مثلا الانسولين في الفريجيدير وبعد اللونبليس يحطها في جيبه. ماذا بونا تفسروا لنا شنو اللي صار في الانسولين في البريزونطاسيون في هذا الحاجه هذه خاطر احنا خريجين اشو 70 هذه ما عشناهاش. سي اون نوفيل فورم انترودويت لينا وتوا عندنا نقطه استفهام نحبوا نفهموها. حاجه اخرى هالليفريزون دو لاكنام. ساعات يجيب لك كونتينير معبي يقول لك هذا ما استعملتوش بربي تقبلوش عليا. شنو هي هذه نقطه الاستفهام؟ ماذا بينا في العمران ولا شنو فما حاجات اذا كان حاجات ما يسحقولهاش المرضى الواه ياخذوا فيها من العمران اصل والواه الطب يعطيهم فيها لا نبداو باهتين شنو الحكايه تصير ما نفهموش ماذا بينا تفهمونا شنو اللي يصير vous les recevez sous forme de dents هذا فما سيركوي تبدا ويتقص مثلا يعطيوه 30 40 كعبه وبعد ما عادش تتقص الحكايه نفهموها علاش شنو هي الفازه خاطر ما نفهموش شنو حاجه اخرى لا كونسيرفاسيون يجيبوا هنا ما هيش très bien conservé يقول لك زرقني انا ما نزرقش حاجه كي با bien conservée. Ce problème, madame, ce problème est un problème qui touche tous les médicaments dont la chaîne de froid doit être conservée. Et moi, personnellement, le fait de faire participer et impliquer le médicament dans le circuit du médicament, c'est une atrocité pour les malades et pour le médicament. Et on n'a pas arrêté de crier haut et fort qu'il faut exclure strictement les malades du circuit. Bon, vous avez parlé de la stabilité, c'est vrai, mais parfois il y a des problèmes d'intoxication. Hein. Imaginez que le malade rentre chez lui avec des médicaments de chimiothérapie. Hein. Il peut y avoir des accidents par rapport à tout ça. Et avec la Société tunisienne de pharmacie oncologique, la CNAM, la DPM, le ministère de la Santé, aujourd'hui, il y a un très grand travail qui est en train d'être fait pour éviter l'implication du malade dans le circuit de médicaments. Je ne sais pas par rapport aux médicaments non chimiothérapie, comment les choses sont en train d'être faites, sincèrement je l'ignore, mais je trouve qu'un médicament, où je vois comment les choses fonctionnent, à 45 degrés le mois d'août, on récupère des... où ils بيعوا قدام النصب يبيعوا فك les trucs de l'isotherme mais on n'a absolument aucune idée. Même si le médicament reste quelques heures dans une température non convenable, il risque d'être dénaturé. Pour revenir un petit peu et corroborer sur la question par rapport aux insulines à stabilité et les stylos, en fait, bon, l'insuline, elle est... Lorsqu'on fait les études de stabilité, il y a des périodes que l'industrie pharmaceutique valide. L'insuline, on sait très bien que sa conservation à température ambiante, elle est de 1 mois. L'insuline à température ambiante, l'insuline humaine normale, sa conservation, elle est de 1 mois.
alors que sa stabilité entre 2 et 8 degrés, elle est de 2 ou 3 ans. C'est des études de stabilité qui sont établies. Pour la garder, pour conserver son intégrité, elle doit être conservée entre 2 et 8 degrés, et on lui offre cette fenêtre du mois, pendant lequel elle est stable, pour qu'elle puisse être conservée à température ambiante. C'est aussi simple que ça. Il n'y a absolument rien qui n'a changé. C'est la même chose pour les stylos. Pour les stylos, kiff. Les stylos peuvent... tout à l'heure, si les stylos seront mis sur le marché tunisien, vous allez voir que le stylo peut être conservé durant 1 mois, je pense, mais pour revenir rapidement au stylo... Mais là, vous voyez un petit peu en petit trait, ajuster la posologie en ajoutant 35,5 microgrammes. Vous pouvez directement demander la dose avec le stylo et vous allez avoir directement la dose dont vous avez besoin et vous n'avez pas à perdre le moitié de l'ampoule. D'accord, exactement, il y a moins de pertes, c'est beaucoup plus pratique. Même pour vous, pour le stockage, c'est plus simple parce que c'est un pen, c'est entre 4 et 6 ou à 9, même 12, le 900, ampoule de 75 unités. Donc, lui, on est en négociation, on est en niveau d'ACAM pour essayer de le faire rentrer rapidement, mais c'est un de nos objectifs aussi pour le patient, pour vous, pour tout le monde. C'est beaucoup plus simple d'utiliser le pen que d'avoir à reconstituer et injecter. Au moins, la patiente, elle sait comment s'auto-injecter d'une manière très simple. Voilà. Merci, laboratoire Merck. Donc, nous allons conclure. Le conseil régional tient à te remercier, professeur Mahdi, pour votre présence et pour votre aide durant et tient à te donner un livre que je trouve très intéressant, Le Gouvré de la Tunisie. Donc, on va clôturer les 9e journées du Conseil régional de l'Oriental. Donc, on a commencé la préparation de ces journées au mois d'octobre. Et voir les salles pleines, et voir tout ce beau monde parmi nous, ça nous réconforte. C'est une organisation. Comité, on va le faire. Qui se sont déplacés de la Tunisie et de l'étranger. Je veux vous remercier. Sans votre présence, donc la réussite de nos journées, c'est vous. La réussite, c'est votre présence. Donc l'implication dans la formation continue, c'est une preuve que le pharmacien veut continuer à donner une valeur ajoutée aux patients, veut continuer à protéger le monopole. Le monopole n'a aucun sens sans une valeur ajoutée et sans une formation continue. Merci beaucoup. Le CROPA est ravi de vous avoir accueilli et à la prochaine. Je voudrais remercier le comité organisateur, mais ils ne sont pas tous là. Je vais le faire le soir. Le dîner, il est à 9h, c'est à la réception. Il y a la navette après. Il est à 9h. Le bus, l'hôtel, s'il vous plaît. L'hôtel n'accepte pas les enfants qui n'ont pas de billets pour le dîner gala. D'accord? Donc il faut prendre en compte ça pour les enfants. Hein. D'accord? Merci beaucoup. Bravo.